Bonjour, c'est Agnès Rarolaï, athlète maintenant de 800 mètres, précédemment de 400 mètres, et vous êtes sur le podcast de Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Rarolaï, récente médaillée de bronze sur 800 mètres au championnat d'Europe en salle d'Istanbul. Dans cet épisode, Agnès nous parle notamment de son expérience dans le 4x400 mètres français, et évidemment du titre européen à Zurich en 2014, mais aussi des raisons qui l'ont poussée à passer sur 400 et puis sur 800 mètres. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Agnès Rarolaï. Salut Agnès, bienvenue sur le podcast. Merci. On enregistre en avril, après la saison en salle. Est-ce que tu as fait une pause? Est-ce que tu es retournée à l'entraînement directement? Non, j'ai fait une petite pause, j'ai coupé un peu plus d'une semaine. Et là, j'ai repris, mais j'ai repris très progressivement, parce que la saison estivale va être longue. Et c'est une période que t'aimes, la période où il y a juste de l'entraînement, ou ça te démange d'aller en compète? Non, j'aime bien parce que j'adore m'entraîner, mais c'est pas forcément la partie de l'entraînement que je préfère. Ok, c'est des séances difficiles? Non, c'est pas forcément plus difficile que quand on s'approche des compètes, mais c'est du plus long, c'est du moins spécifique. Et moi, ce que je préfère, c'est les séances spé. Donc voilà, là c'est la partie où on travaille un peu tout ce qui est moins mon point fort. Et du coup, c'est ce que j'aime le moins. Ok, et ça va durer combien de temps cette phase-là? Là, je pars en stage fin de semaine, donc je pense que pendant le stage, ça va être encore sur cette phase. Et après, quand je vais rentrer, ma rentrée, ça va être les interclubs, mais que je vais faire sur 400. Mais en fait, la phase, elle va finir avec le début des compètes, même si ce sera encore un peu dedans, mais il faudra quand même commencer à remettre un peu de séances que j'aime bien pour pouvoir aller vite en compétition. Ok, on va en revenir à tes débuts. Tu as commencé par la gym, c'est ça? C'est ça. Parce que c'était un sport qui t'intéressait, parce que, je sais pas, il y avait des gymnastes dans ta famille. Comment ça s'est fait? C'était pas spécialement un sport qui m'intéressait, mais ouais, j'ai une famille de gymnastes, enfin, de gymnastes. J'ai un petit frère qui a fait de la gym à haut niveau, donc oui, si, quand même, on va dire. Mais mes parents nous ont toujours inscrits, enfin, toute ma famille, tous mes frères et sœurs, à la gym depuis tout petit. Et du coup, moi, j'en ai fait surtout longtemps parce que j'avais un groupe de copines avec lesquelles je m'entendais très bien. Et du coup, j'en ai fait je crois, jusqu'à mes 16 ans. Et pendant une toute petite période, je sais pas, entre 15 16, je faisais un peu d'athlé, parce qu'à ce moment-là, justement, j'avais pas trop de copains dans mon groupe d'athlé. Et, et du coup, je faisais un peu des deux, mais voilà. Et après, à partir du moment où mes copines ont arrêté la gym, et j'ai fini par arrêter et je me suis consacrée que à l'athlé. Et à ce moment-là, je commençais à être bien dans mon groupe, donc ça collait bien. Ok, et tu as commencé l'athlé, pourquoi? Pareil, pas pour une raison spécifique. C'est ma mère qui m'a inscrite parce qu'elle trouvait que je courais bien. Enfin, au saut de cheval, par exemple, à la gym, je courais bien. Dans les cours de récré, je courais bien et j'étais toujours la dernière fille qu'on attrapait quand il y avait des jeux où il fallait courir. Et donc, c'est venu un peu comme ça par hasard. Elle avait pris une licence pour mon grand frère, du coup, elle a pris une licence pour moi en même temps. Et voilà. À ce moment-là, tu avais déjà le coach que tu as maintenant, Emmanuel Urguin, ou c'était quelqu'un Ouais. d'autre? Dès le départ? Il y a eu les catégories Benjamin minime où j'allais pas du tout à l'entraînement, où j'étais avec les coachs pour les plus petits. Et dès le départ, quand j'ai commencé un peu, je crois il y a l'année de cadette 1 où je suis passée de un entraînement tous les 3 mois à 3 entraînements par semaine, on va dire. Et là, je crois que cette année-là, je suis allée jusqu'aux interrégionaux, donc c'était déjà très bien. Enfin, pour moi, c'était cool. Et du coup, l'année d'après, c'était 2009. Donc là, je me suis vraiment entraînée plus. Je sais plus combien je faisais. Enfin, je m'entraînais pas non plus beaucoup, beaucoup par rapport je pense, aux cadets de maintenant. Mais du coup, cette année-là, 2009, donc j'étais avec mon coach. Et là, je fais ma première sélection chez les jeunes. Mais qu'est-ce qui faisait qu'au début, tu allais jamais à l'entraînement? Il y avait un problème particulier? Non, non, justement, ce que je disais, j'étais très très timide et du coup, j'avais du mal
à m'intégrer dans le groupe. Enfin, ouais, je me sentais pas à l'aise, quoi. C'est pas limite, j'avais la boule au ventre avant d'aller à l'entraînement parce que j'avais pas envie d'être toute seule, mais c'était presque ça, quoi. Et du coup, je faisais tout pour, enfin, j'essayais de trouver toutes les excuses possibles à mes parents pour pas qu'ils m'emmènent au stade. Puis en fait, au fur et à mesure, bah, justement, l'année de cadette 1, bah, j'ai commencé à faire des perfs, enfin des perfs un peu sympas. Je me souviens plus ce que c'était à l'époque, mais c'était déjà pas mal. Je crois que j'avais fait 42 sur 300. Enfin, c'était bien. Et du coup, dans mon groupe aussi, ça m'a donné un peu plus une place, quoi. Et puis c'est venu, enfin, au fur et à mesure, je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et puis après, les années, je pense, cadet junior, c'est dans mon groupe d'entraînement, mais c'était trop bien. On était vraiment un groupe de potes, on s'amusait trop. Et c'est hyper important. Oui, ça joue les copains à l'entraînement, sur l'envie Ouais, d'aller ou pas, mmh. ouais, c'est clair. En plus, surtout à l'adolescence, c'est un âge où Ouais, on n'est pas forcément bien dans ses baskets et ouais. ouais. Et ton coach, il avait déjà entraîné du haut niveau ou vous avez appris ensemble? Ouais, on a appris ensemble. Il avait eu quelques athlètes qui étaient allés au championnat de France, mais pas d'athlètes sélectionnés sur des compétitions internationales. C'était aussi peut-être un défi pour lui? Bah, je sais pas, faudrait lui demander, mais oui, je pense qu'on a appris plein de choses ensemble. Et c'est ça qui est bien aussi maintenant, c'est qu'on a tous les deux grandi, on va dire, en même temps. Et là, je pense qu'on est de plus en plus forts ensemble parce que il me connaît bien, parce que aussi il a progressé sur plein d'aspects. Moi, pareil. Euh, je vois à l'époque, j'étais toujours très timide et c'est vrai que pour lui faire des retours après compétition ou même sur l'entraînement, sur mes ressentis, j'étais pas à l'aise pour parler et c'était compliqué, quoi. Et il me l'a dit que ouais, au début, c'était dur, quoi, de pouvoir adapter certaines choses parce que je disais rien, quoi. Je m'entraînais et quitte à souffrir sans rien dire, enfin voilà, quoi. Tu t'es, par exemple, blessé à certains moments parce que tu lui disais pas quand ça allait pas? Non, j'ai de la chance ouais, de pas m'être blessée quand j'étais jeune. Je crois ma première blessure, ça a dû être en espoir 2. Donc, euh, donc non, ça va, j'ai de la chance d'être plutôt résistante et d'avoir été épargnée par les blessures. Mais je pense aussi que c'était lié quand même à sa façon d'entraîner parce qu'il m'a préservé très longtemps. Enfin, on n'a pas fait des... Je me souviens pas avoir fait des séances très très dures quand j'étais jeune, quoi. Par rapport à ce que je vois là, quand les cadets ils s'entraînent, je pense que mon entraînement... Peut-être que si j'arrivais maintenant dans le groupe en tant que cadette, je m'entraînerais totalement différemment de ce que je faisais à l'époque. Mais d'un côté, c'est peut-être ça aussi qui me permet de tenir aussi longtemps sur la durée. Et le choix du 400, c'était l'idée de qui? C'était l'idée de nous deux. À l'époque, moi, c'était du 300 en cadette. C'était du 300. En fait, je faisais du 200 en salle. Et enfin, c'était bien. Au final, on a fait le 300 à l'extérieur. Et sur les compétitions internationales, c'était forcément des 400 mètres. Donc, en 2009, quand je me qualifie au FOJ, je me qualifie grâce à une perf du 300. Foch, si on peut juste dire pour les gens qui savent pas. Oui, Festival olympique de la jeunesse européenne. Donc c'est des mini-jeux européens, on va dire. OK. Et, euh, et à l'époque, je me qualifie grâce à une perf. Enfin non, les Foges, je les ai fait sur 200 mètres en plus. Incroyable, mais vrai. Mais je me qualifie grâce à une perf que j'avais fait sur 300. OK. Et en fait, sur 300, c'était moi la meilleure française de ma catégorie. Donc au final, naturellement, quand je suis passée à la catégorie dessus, naturellement, je suis passée sur 400, quoi. OK. Et tes premières sélections en équipe de France, c'était comment? T'étais encore un peu timide? J'étais encore timide. Je me souviens que quand je suis montée dans le train, j'avais vraiment la boule au ventre. Je crois même que j'ai peut-être un petit peu pleuré quand le train est parti et que je suis partie de chez moi. Mais c'était trop bien. C'était à chaque fois j'ai l'appréhension. Pendant longtemps j'ai eu l'appréhension avant de partir en stage ou en sélection, de pas réussir à m'intégrer, de pas être à l'aise du tout. Et au final à chaque fois ça s'est hyper bien passé. En fait tu partages une expérience avec des gens qui vivent exactement la même chose que toi, enfin, et qui ont les mêmes envies, les mêmes aspirations. Et du coup, forcément, il y a des affinités qui se créent hyper facilement.
Et à chaque fois, ça a été trop bien. Et les Foges, c'était vraiment, enfin, cette sélection, je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter ça et qui étaient avec moi là-bas, mais c'était incroyable. C'était une trop bonne ambiance. Euh, ouais, c'était vraiment une bonne ambiance et vraiment une bonne expérience. C'était où? C'était en Finlande, à Tampere. Peut-être que c'est aussi le fait d'être avec les mêmes personnes dans plusieurs stages ou championnats qui t'a fait appréhender un peu moins? Ou c'est peut-être que tu as évolué toi personnellement? Moi, les deux, je pense, j'ai évolué au fur et à mesure de mon avancée dans l'athlé. Forcément, ben, le fait d'être performant, ça fait gagner en confiance aussi. Et puis tu te sens légitime dans un domaine. Mm. Euh, Enfin, vraiment, c'est ça. Moi, je me sens légitime dans l'athlé et je sens que c'est mon truc, quoi. Et ça me fait plaisir maintenant de le partager avec plein de gens. Quand je vais dans des écoles, je suis contente d'y aller. Et après aussi le fait de retrouver les personnes que tu as vues sur une première sélection, tu les retrouves après, tu es toujours content en fait. Et en fait, au final, on a très peu l'occasion de se croiser entre athlètes. Et moi, il y a enfin, les amis avec qui j'ai créé les liens les plus forts, c'est des amis via l'athlé. Et au final, par exemple, Eléa Diarra qui était avec moi dans le relais 4x400, je la vois pas si souvent que ça. Et pourtant, on s'écrit tous les jours et on pourrait partir en vacances ensemble. Et à chaque fois qu'on se retrouvait en compétition, ben, c'était hyper naturel, quoi. Et pourtant, dans l'année, on se croisait pas tant que ça, quoi. Et quand tu vas dans les écoles, je suppose que tu vois aussi des enfants, des filles ou des garçons qui sont super timides, qui osent pas aller vers les autres. Je sais pas, tu vas leur parler à ces enfants-là ou c'est juste que tu te dis, ah ça c'était moi quand j'étais petite? Je vais pas forcément leur parler parce que, enfin, j'ai pas forcément le temps. Souvent, on est avec toute la classe, voilà. Mais oui, je me dis que, ouais, ça, c'était moi quand j'étais petite, la fille dans les classes que personne ne voyait. Comme quoi, tu vois, maintenant Et tu... comme ça, ouais. Ouais, Il c'est... faut trouver son truc et voilà, c'est ça. Tout le monde n'est pas à l'aise dans une classe, ce que je comprends, parce que je suis passée par là. Et pour autant, j'étais pas à l'aise pour parler à l'époque et prendre la parole devant toute une classe. Mais là maintenant, quand ça touche à un sujet qui t'intéresse et qui te passionne, ben, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu as fait les Foges, ensuite tes sélections en équipe de France, après, c'était quoi? Après, j'ai fait les championnats d'Europe junior, donc c'était 2 ans après. J'ai fait ouais, tous les championnats d'Europe, je crois. L'année d'après, il y avait les championnats du monde juste après les Foges, mais j'avais pas été sélectionnée. Euh, du coup, ouais, 2011. Ah non, c'était. Ouais, c'est ça. 2011, je fais les championnats d'Europe à Tallinn. 2013, je refais les championnats d'Europe en espoir à Tampere, en Finlande. Et après ça, 2013, je crois que je fais aussi ma première sélection chez les seniors. Euh, J'étais sélectionnée pour les championnats d'Europe en salle, Ok, où j'étais remplaçante. Et j'ai été sélectionnée en 2013 aux Jeux méditerranéens. ok, Ouais, si, en Turquie, c'est ça. Et après ça, il y a eu 2014, ouais, Zurich, le ouais. 4x400. 2015, Pékin. 2016, les Jeux, où j'étais aussi malheureusement remplaçante. 2017, c'était quoi 2017? 2000, ouais, si. Ouais, 2016, il y a eu les championnats d'Europe, les Jeux. 2017, c'était je suis perdue. Les C'était mondiaux de Londres. Londres, il Mm. me semble, ouais. Euh, et j'ai fait les championnats. 2017, je fais aussi ma première sélection un div en salle sur 400. Ouais. Ouais, rien, voilà. Ouais. Donc Et du justement, je coup, voulais qu'on parle de... cet hiver, je fais ma première sélection indiv sur 800. Ouais, on va y Et revenir. j'ai été dernier aussi, à Mm. l'extérieur. Ouais. Je voulais qu'on parle de Zurich, évidemment. Ouais. Je suppose que gagner avec une équipe, c'est aussi un sentiment particulier. En plus, bon, évidemment, on a tous vu la vidéo de la dernière ligne droite de Floria, etc. Tu gardes quel souvenir de ce championnat et de cette médaille? Forcément, un super bon souvenir. Je pense que c'est ce qui m'a mis dans le bain direct et ce qui m'a aussi maintenu, comment dire, ouais, ouais, qui a maintenu l'envie de performer au plus haut niveau et de me dépasser à l'entraînement pour revivre des choses comme ça. Parce que, en fait, ouais, moi, c'était quasi ma première sélection.
en tout cas, c'était la première sélection senior où je courais. Mm. Et donc direct, je cours et on gagne et c'est surtout le après qui était marquant dans Zurich, c'est que on est rentré en France, c'était incroyable. Enfin, on a été accueillis, enfin on est allé à l'Élysée, c'était fou, c'était le truc que j'aurais pas pu imaginer, en tout cas pas sur ma première sélection. Et et ouais, c'était vraiment bien. T'as des souvenirs particuliers de ce championnat-là? Pas vraiment. Je me souviens du stress, mais ça, c'est comme sur tous les championnats, du stress de l'annonce de l'équipe qui va courir le 4x400. C'est toujours un moment assez difficile. Je pense que tous les relayeurs me rejoignent là-dedans. C'est toujours, ben voilà, il y a la réunion d'équipe où on est tous les relayeurs qui sont là et quand ça commence à annoncer, donc en 1, ce sera, t'entends un tel nom et c'est pas encore toi. Moi, en général, je suis pas en 1, donc je savais que je serais pas nommée en 1. Mais quand les noms avancent et que tu espères entendre ton nom, c'est assez stressant. T'as une place préférée dans le relais? Moi, j'aimais bien la place à laquelle on me faisait courir. Donc j'étais en 3 et c'était bien parce que bon, pour moi, j'étais pas encore assez performante pour courir en 4. C'était pas moi la meilleure et c'était pas forcément moi qui avait les qualités de finisseuse de fou. Donc voilà. Et 3 c'est plus la place où c'est un peu tactique et en même temps où il faut réussir à suivre le rythme des autres, même si c'est pas forcément le tien. Et ça, j'y arrivais très bien. Donc ça, c'était parfait. À Pékin, l'année suivante, ça s'est moins bien passé. Ouais, bah c'est un mauvais souvenir, ça a été dur. Ça a été dur longtemps après parce que je m'en voulais alors que c'était pas ma faute, mais en gros, dans la course, bah, on était super bien lancés en plus. Estelle, elle fait un bon premier relais. Après, c'est Marie et qui me donne le témoin et qui fait un super relais aussi. Enfin, Floria et Marie, cette année-là à Pékin, elles étaient dans la forme de leur vie. Elles avaient toutes les deux fait leur record, je crois. Et moi, ben, je fais tout mon parcours très bien. Et sur la fin du parcours, il y a une Nigériane qui fait quelque chose qu'on ne voit jamais d'habitude, mais qui traverse, qui passe du couloir 1 au couloir, je sais pas, au couloir 5 ou 6 pour donner le témoin parce que du coup, elles étaient passées dans les dernières aux 200. Et donc sur la ligne, on se place en fonction de l'ordre dans lequel on est, aux 200 mètres. Et donc elle coupe derrière moi et du coup m'attrape le pied et elle me fait un croche-patte quoi. Et clairement à la vitesse à laquelle je courais, ben même si à la fin de la course on court moins vite, j'ai rien pu faire. Ça vraiment et en plus j'ai été vraiment surprise hein, quand je suis tombée. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai réussi à faire une roulade et à garder le témoin dans la main. Mais quand je me souviens de cette scène, j'ai l'impression que ça s'est vraiment passé au ralenti, quoi. J'ai l'impression d'avoir roulé au ralenti, de m'être relevé au ralenti pour donner le témoin à Floria. Le pire, c'est que c'était à, je sais pas, 50 centimètres de le donner à Floria, quoi. Et du coup, ouais, c'est un mauvais souvenir parce que je pense qu'à ce moment-là, si je le donne à Floria, je crois que je le donne en 4, enfin, en 3 ou 4, on était un paquet. Et je pense que potentiellement on aurait pu faire un podium mondial. Après, on sait jamais ce qui se serait passé, mais voilà. Mais en tout cas, on était toutes très en forme cette année. Et si je me trompe pas, on fait un chrono, on doit faire 3,26 et quelques, alors que je suis tombée et je sais pas combien de temps on a perdu dans ma chute, mais je pense qu'on aurait fait un truc vraiment bien. Donc c'est frustrant et c'est dommage parce qu'on saura jamais. Et ouais, ça a été dur. Après, je suis rentrée, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré toute la soirée parce que c'était. Déjà, je me dis, mais comment c'est possible que ça me tombe dessus? Le truc, ça arrive très rarement quand même. On se dit ça arrive parce que il y a toujours, c'est dangereux, il y a du trafic. Mais je crois que j'ai quasiment jamais vu de chute à ce moment-là, juste avant de passer le témoin, quoi. Et c'est tombé sur moi. Et c'était quoi l'ambiance dans l'équipe après? C'était dur, hein. C'était dur. Les filles, elles savaient pas trop quoi faire pour me remonter le moral. Personne m'en a voulu. Elles m'ont dit, bah, c'est pas de ta faute. Enfin, voilà. Mais ouais, on était déçus, quoi. On était déçus parce qu'on venait pour chercher une médaille et qu'au final, on finit avec un bon chrono, mais on sait qu'on pouvait faire beaucoup mieux, donc c'est dommage. Oui, et puis c'est difficile de tirer des enseignements d'un incident comme ça. Ouais, Parce c'est que ça, c'est ça. On peut pas, ouais.
limite, ouais, on aurait été hyper frustrés de finir quatrième dans une course à la régulière, mais au moins on aurait pu bosser dessus. Là, c'est vrai que bah, on sait pas vraiment. Ouais, Et l'année suivante, donc, tu es allé à Rio, ouais, mais t'as pas couru. non. Tu considères que tu as fait les Jeux. Non, non, je considère pas vraiment que j'ai fait les jeux. Tu as vécu la vie dans le village, etc. Mais Ouais, ouais, oui, oui, non, mais oui, j'ai fait les jeux, mais enfin, j'ai participé aux jeux, mais j'ai pas vraiment fait les jeux, quoi. et l'annonce de la composition de l'équipe, c'était une surprise de Euh, pas y être. non, je m'y attendais, vu comment s'était passé tout le séjour, je m'y attendais. C'est-à-dire, Bah, c'était difficile, et puis en fait, bah, il y a eu les championnats d'Europe juste avant. mm, Donc il y avait Amsterdam, je sais pas, c'était peut-être un mois avant, un peu moins d'un mois avant, je sais plus exactement. Mais en fait, j'avais couru en série à Amsterdam, mais à l'annonce de la finale, j'étais pas dans les titulaires de la finale. Et en fait, je me doutais que le quatuor, on va dire, qui courait la finale des Europes, ce serait celui qui serait en série des Jeux olympiques. Bon, après, ça dépendait de la forme qui perdurait sur tout le mois, mais je me doutais que si on met cette finale à Amsterdam, c'est que c'est la grosse équipe, entre guillemets, qui permettra de se qualifier aussi en finale au jeu. Donc en fait, je m'étais déjà un peu faite à l'idée. Après, bon, on espère toujours un peu, mais après au jeu, ouais, c'était. Je sais pas, en fait, ça se sent. Même si on se dit toujours, bon, ça se trouve, je me fais des fausses idées, on sent un peu qui va être titulaire, qui ne va pas l'être. Moi, je sentais que je le serais pas. Et après, d'un côté, c'était de ma faute. Hein, enfin, c'était de ma faute. J'étais pas intouchable. J'ai individuellement, j'ai jamais fait des perfs énormes. Mais les perfs que je sortais, souvent, c'était dans les relais. Et sauf que dans les relais, ben, c'est pas toute l'année, quoi. Donc, ouais. ouais. Est-ce que dans ces moments-là, on se dit parfois, on regarde un peu les autres filles, voir s'il y a peut-être des petits signaux de, je sais pas, de gêne quelque part, et peut-être elles vont pas courir ou... Ouais, oui, forcément. Bon, on n'espère pas le malheur des autres, mais c'est vrai que c'est tout l'aspect un peu difficile du relais, c'est que au final, ben, on veut la place de l'autre, quoi. Mm, On veut la place de l'autre et inversement. Et c'est ça qui est dur parce que ben, t'es quand même censé être une équipe, mais ouais. pour autant, t'es quand même concurrente pour avoir ta place dans le relais. Donc ouais, ouais, c'est difficile le relais. Je suis contente de ne plus en faire partie. Ah, t'es contente? Ouais, vraiment. Vraiment. Bah justement, je pense que j'en avais besoin. C'est une des choses qui m'a décidé aussi à changer de discipline, c'est que j'avais besoin d'avoir une discipline vraiment individuelle où je me centrais vraiment sur moi et où dans ma tête, j'avais pas dans un petit coin de la tête où je me disais bon bah c'est bon, je serai sur le relais. Enfin voilà quoi. Ok. Donc, parce que j'allais te demander plus tard si ça avait pesé dans la balance, mais limite, je pensais que ça allait peser dans la balance contre le choix de passer sur 8, mais en fait, c'était plutôt pour. Ouais, si, c'est un peu. Si, il y a un moment, c'est quand même. Enfin, par exemple, pour les Jeux de Tokyo, il y a quand même un moment où je me suis dit, ben ouais, c'est dommage, j'aimerais bien aller aux Jeux. Forcément, c'est plus facile d'y rentrer par le 4x400 parce qu'il y a plus de place. Mais en fait, je sentais que continuer sur 400, ça allait me faire plus de mal qu'autre chose. Et du coup, en fait, ouais. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, si je vais pas au jeu, en fait, si je continue dans cette lancée-là d'y aller pour le relais, je sais que ça va ouais, plus me détruire qu'autre chose mentalement. Ok. Mais avant de passer sur 8, t'as fait du 400 et? Ouais, j'ai fait une petite année de 400 haies qui s'est très bien passée. J'ai bien aimé, je me suis bien amusée, ça m'a fait du bien. Et en fait, l'année qui a suivi, donc l'hiver qui a suivi, j'ai fait du 8, mais à la base, c'était parce que je voulais pas encore refaire du 400. J'étais pas prête à me reconfronter à mes chronos sur 400, surtout qu'en salle, j'aimais beaucoup le 400
j'ai toujours fait des bons hivers sur 400, mais pour autant, j'étais pas prête à m'y reconfronter. Donc on s'était dit avec mon coach que je faisais une saison sur 800, mais mais je préparais quand même le 400 haies l'été. Ok. De base. Et au final, ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit, ouais, ce serait vraiment trop bête de pas tenter sur 800. Surtout que j'aime beaucoup, enfin, c'est une distance que j'aime beaucoup et je me retrouvais plus dans les entraînements 800 que dans les entraînements très techniques du 400. Ok. Mais le choix de plus faire du 400, c'est parce que tu n'arrivais plus à faire des chronos et que tu le vivais mal. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais plus faire du 400? Ouais, j'arrivais plus à faire des chronos, je le vivais mal. Le relais aussi, en vrai, ça a décidé le truc parce que ouais, j'avais plus envie de revivre cette place, d'être un petit peu, de devoir être performante pour le relais et pour autant toute l'année de devoir prouver que t'es là, même si c'est normal. Euh, mais c'était trop lourd pour moi, j'arrivais plus. Et je pense qu'il y a un moment, le relais, il a pris le dessus en fait sur moi, euh, mon envie individuelle, on va dire. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'il avait pris le dessus sur mes performances à moi. J'étais plus forcément centrée sur moi. Et, euh, et du coup, je réfléchissais trop. Je réfléchissais trop. C'était plus naturel. Je prenais plus de plaisir en compétition. Et voilà quoi, c'était devenu un devoir d'être performante pour le relais, je pense. En fait, je me disais ça. Euh, et ouais, il y avait plus la simplicité du début quand tu vas en compète et que tu fais ton truc et que tu calcules rien quoi. Et du coup, j'avais besoin de changer pour tout ça. Et là, sur 800, je retrouve justement le fait de pas calculer, je sais pas comment va se passer chaque course, j'y vais au feeling, voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de ta période sur 400 haies? Tu as appris des choses? Tu considères que c'était du temps perdu ou tu as appris des choses? Non, non, j'ai appris les choses. En fait, c'était plus ma période de transition où j'ai retrouvé le plaisir, quoi. Parce que c'est vrai que le 400S, c'est quand même plus ludique, je trouve, à l'entraînement. Donc, il y avait plein de trucs où, enfin, ouais, il y avait plein de trucs qui changeaient aussi. J'avais pas que je faisais pas que courir. Du coup, j'ai eu une partie d'apprentissage de la technique haie parce que j'en avais vraiment jamais fait. Même dans les catégories jeunes, j'avais jamais fait de haie de ma vie. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être plutôt à l'aise assez vite, mais pour autant, bon, j'étais pas. Je sentais aussi que j'étais pas une hardleuse née et que du coup, il y aurait du taf quoi si je continue là-dessus. Donc ouais, ça m'a appris que j'étais quand même très polyvalente et que j'avais pas perdu le truc quoi, que j'avais toujours envie et que en compétition quand je fais les championnats de France et que je finis troisième, ouais, je me suis quand même un peu arrachée alors que alors que voilà, c'était pas du tout gagné. Mais ouais, je me suis bien amusée, quoi. J'ai retrouvé le plaisir. Je me suis redit que le plaisir, c'était hyper important à l'entraînement et en compétition pour être performant. Et tu avais fait du 8 avant de passer sur 8? Ça t'était déjà arrivé? Ouais, j'en avais fait très peu. J'avais dû en faire 4 ou 5. J'en avais fait peut-être 2 par-ci par-là les hivers, mais longtemps avant. Je crois que j'en avais fait en 2015 et 2016 peut-être, je sais plus exactement. C'était des hivers où j'avais fait un peu plus de long et où du coup ça collait bien de caler un 800 dans la saison hivernale en décembre, je crois que j'avais couru à chaque fois. Et j'avais bien aimé. Je savais que c'était une distance sur laquelle je pouvais me... Enfin, j'avais déjà prévu à un moment ou à un autre de passer sur 800. Mais sauf on se dit toujours, peut-être que ça va pas passer, peut-être que ça va être compliqué, peut-être que je vais pas réussir à être performante. Et au final, par la force des choses, j'y suis allée. Mhm. Et c'est très bien, quoi. Et l'entraînement te faisait pas peur? Un petit peu, parce que j'ai eu des coureurs de 800 dans mon groupe et que je voyais les entraînements qu'ils faisaient avec des 1002 et tout, je me disais non, mais c'est trop long. Et d'ailleurs, cet hiver, j'en ai fait. Et ça, c'est vraiment l'aspect du 800 que je n'aime pas du tout. Mais en même temps, ça fait du bien de changer. Ça fait du bien de changer. Et je m'entraînais déjà sur. Enfin, j'avais déjà ouais, un entraînement 400 plutôt long. Donc la transition, elle a été assez facile.
Mais oui, je sais qu'il y a plein d'aspects sur lesquels je suis encore un petit bébé et même en stage cet hiver, ceux qui étaient avec moi, ils rigolaient quand je disais que je faisais des footings super courts pour m'échauffer et que je dépassais pas à cette époque-là, ouais, cet hiver, ouais, 30 minutes, c'était presque mon max de footing. Maintenant, je peux faire un peu plus long, mais je pense que là-dessus, je ne suis pas la plus performante. Et ça te plaît ou ça te plaît pas? Si, ça me plaît, franchement, ça me plaît. Après, c'est des entraînements où je trouve que quand t'es tout seul, c'est long. Mm. C'est long et c'est moins marrant, quoi. Quand t'es à plusieurs, ça passe bien. Mais seul, c'est dur. Donc ceux qui s'entraînent seuls, franchement, je les respecte fort. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans ton entraînement depuis que tu es sur 8? Pas grand-chose en vrai. Franchement, il y a beaucoup de bases qui sont similaires à ce que je faisais déjà. Ouais, ça a pas tant changé que ça. C'est un peu plus long, mais pour autant, je garde des entraînements assez courts pour justement pas perdre mes qualités à moi, Mm. qui font ma différence aussi sur le 800. Donc ouais, ça a pas tant changé que ça. Et justement, qu'est-ce que tu as comme avantage le fait d'avoir fait du 4 avant par rapport à d'autres filles qui ont toujours fait du 8 ou qui viennent du 15 par exemple? Mon avantage, c'est ma vitesse. Mine de rien, sur un 800, là, enfin la plupart des 800 que j'ai fait où ça court vite, ça passe on passe des fois, il y en a qui passent en 56, 57, entre 56 et 58, on va dire, sur le premier 400. Et du coup, ben, moi, j'ai plus de facilité que certaines à passer sur ces allures-là, puisque moi, au final, une allure qui est pas, ça va vite, hein, mais c'est pas quelque chose qui m'asphyxie parce que je suis déjà allée beaucoup plus vite. Alors qu'il y en a pour certaines pour qui ce sera quasiment leur vitesse maximale, mais qu'elles doivent entretenir longtemps, hein, enfin 2 fois du coup. Et ouais, du coup j'ai cet aspect-là qui m'avantage. Par contre, contrairement à ce que beaucoup pensent, enfin même si dans mon cas en tout cas, il y en a beaucoup qui pensent qu'en étant coureuse de 400, je peux finir hyper fort mes courses, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Même moi, je me suis dit, ben oui, peut-être, mais en fait, une fois que tu as déjà fait 600 mètres de course, les 200 derniers mètres, tout le monde est asphyxié, et même justement, peut-être encore plus une course de 4 pour qui c'est plus long. Mm. Les 200 derniers mètres, je peux pas, même si mon record sur 400 c'est 52-23, je peux pas finir mon dernier de 200 Mm. en 25-26, quoi. C'est pas possible. Donc ouais, il y en a beaucoup qui me disaient ça, ouais, en tant que coureuse de 4, tu dois finir fort et tout. Mais non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je peux partir fort, mais finir fort, c'est. Enfin, je pense que je vais le travailler, justement. C'est quelque chose que j'ai pas encore travaillé et que je vais travailler. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu une légende, je pense. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes sur le 8 que t'avais pas sur le 4? Ce que j'aime, c'est que rien n'est écrit d'avance. La course dépend pas que de toi, elle dépend de comment courent les autres, de comment tu vas te placer. Enfin, elle dépend de toi dans le sens où il faut réussir à se placer. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux pas prévoir ta course à l'avance. Tu peux pas avoir un schéma de course totalement prêt dans ta course parce que ça peut ne pas se passer comme tu veux. Alors que sur 400, ben souvent c'était ça quoi. Fallait réussir à faire ton schéma de course sans forcément se focaliser sur les autres justement. Essayer un peu de les oublier. Et si par exemple mon schéma de course, on va dire, c'est de partir sur un rythme pas forcément hyper fort, mais de le maintenir et de pouvoir le maintenir le plus longtemps possible. Moi, des fois, il y a des filles qui passent en 23 au 200, et là, tu te dis, ouais, je suis hyper en retard, c'est chaud. Et des fois, t'es asphyxié juste mentalement de voir les autres qui sont loin devant toi, alors que potentiellement, tu pourrais y revenir dessus. Enfin bref. Il y a pas, sur 800, il n'y a pas cet aspect-là. Il y a un aspect tactique qu'il n'y a pas dans le 400. Et c'est ça que j'aime bien. Et ça se rapproche en fait un peu du relais 4x400. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le relais 4x4, notamment en position 3, parce que t'es dans le paquet. Ouais. T'es dans le paquet et tu dois te dépatouiller du paquet, quoi. Est-ce que tu dirais que tu as encore du mal à faire en compétition ce que tu fais à l'entraînement? Parce que je t'ai entendu dire ça. Non, ça j'avais du mal sur 400. Ok. Franchement, ouais. Mais sur 800, non, j'arrive à faire.
je pense que ce que je fais à l'entraînement, ça reflète ce que je fais en compétition. Enfin, même je pense que ce que je fais en compétition, c'est mieux que ce que je fais à l'entraînement. Donc, donc là-dessus, oui, c'est bien. Et donc, on va évidemment parler d'Istanbul, de ta première médaille individuelle en compétition internationale. Médaille de bronze. Quand tu es arrivé là-bas, tu pensais à la médaille ou tu te disais, bon, c'est mon premier grand championnat sur 8. Non, c'était pas le premier d'ailleurs, c'était le deuxième. C'était le deuxième, parce que j'avais fait Munich Oui. l'été d'avant. Mais ouais, oui, je pensais à la médaille. Ok. Ouais, c'est marrant de se dire ça alors que ça fait pas longtemps que je suis sur le circuit du 800. Mais en gros, j'arrivais avec le cinquième temps, il me semble, des engagés. Donc, forcément, tu te dis, ben, j'ai 2 places à grappiller pour être sur le podium. Donc ça aurait pas été assez ambitieux de ma part de ne pas l'envisager. C'était normal de l'envisager, ouais. Et comment tu as géré les tours? J'ai pas vraiment géré les tours. Enfin, je les ai pris un par un, chaque tour après l'autre, parce que 10 jours avant, au championnat de France, j'y vais aussi. Enfin, j'y vais pour gagner, parce que c'était moi qui avais la meilleure perf des filles qui étaient présentes sur les championnats de France de la saison. Et je finis quatrième. Je finis quatrième en n'arrivant pas à faire ce que je veux. Enfin, ouais, j'ai pas couru intelligemment sur cette course-là. Et du coup, en série des Europes, je me suis dit, faut pas que je fasse la même bêtise que ce que j'ai fait au championnat de France. Et faut que je cours comme je sais courir. Mais voilà, sans pour autant me préserver. Enfin, je me suis dit, ouais, faut vraiment que passer les séries, normalement, c'est à ma portée. Donc, il faut que je le fasse, mais de manière propre, quoi. Tu as fait quoi comme erreur au championnat de France, concrètement? Bah, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, j'avais confiance dans mes capacités à gagner, mais limite, j'avais peut-être trop confiance et je me suis dit, peu importe ce qui se passe dans la course, je pourrais m'en sortir. Mais en me disant ça, je me dis, j'avais trop confiance, mais j'avais peut-être pas assez confiance justement pour prendre le lead comme j'ai l'habitude de faire. Enfin, souvent, quand je m'en suis bien sortie, c'est quand j'ai fait ma course devant, j'ai fait mon truc, comme l'année dernière au championnat de France en salle, je fais ma course devant et voilà. Et là, en fait, j'ai pas couru comme j'avais l'habitude de faire. Je sais pas pourquoi. Je suis restée avec les filles et en fait, au moment où ça s'est emballé, je me suis retrouvée coincée et et c'est parti vite devant et moi, je suis partie avec un temps de retard et le retard, j'ai jamais réussi à le refaire. Et voilà, c'était. Je pense qu'à tout moment, j'aurais préféré partir devant ou me décider un moment à partir devant et quitte à craquer à la fin, quoi. Et je me serais dit, bon, bah, j'ai tenté, voilà, c'est pas Mm. passé. Là, j'ai même pas, j'étais pas dedans, j'ai pas réussi à. C'était bizarre. C'était bizarre. Mais ça a été très dur. Enfin, ça a été hyper dur. Je suis rentrée le soir. Je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Franchement, je me disais, c'est pas possible de faire ça. Le lendemain, j'ai pleuré toute la journée. Mais je pense que cette course m'a vraiment servi pour les Europes, quoi. Je pense que si j'avais pas fait ça au championnat de France, j'aurais peut-être fait exactement cette course aux Europes en me disant, ouais, j'ai peur de me mettre devant parce que ça va me doubler à la fin, quoi. Et sur la confiance, t'es pas arrivé aux Europes en te disant, aux France, ça s'est pas bien passé. Non, non. C'est vrai que ça aurait pu. Mm. Mais en fait, maintenant, en fait, aux France, je savais que j'étais en forme, je savais que j'avais les jambes, mais c'est vraiment, ouais, j'ai pas couru intelligemment, quoi. C'était vraiment, et c'est ça qui est bien sur 800, et c'est ça que j'aime bien sur 800 aussi, c'est que, bon là, c'était pas de chance, c'est tombé sur moi, mais c'est que la favorite de la course, elle peut très bien passer à côté, parce que c'est une course tactique justement, Mm. et donc voilà, ça laisse des chances à tout le monde. Moi, je pense que ouais, la finale des Europes, personne s'y attendait vraiment, même si j'avais fait un bon chrono cet hiver. Je pense que c'est moi la seule médaille féminine de la délégation. Je pense que personne n'attendait à ce que ce soit moi la seule médaille féminine. Et même moi, franchement, j'espérais faire une médaille, mais, mais c'était un peu inattendu.
Mais pour le coup, ce qui était moins inattendu, c'est la victoire de Kelly Hodgkinson. Oui. Comment on aborde une course quand on sait qu'elle est là? Est-ce que tu la vois comme une adversaire comme une autre ou tu te dis, bon, les filles, on va se battre pour l'argent et le bronze? Euh, bon, on se dit toujours qu'on y va pour gagner, mais après, c'est vrai que là, bon, c'est un cran supérieur, quoi. Là, moi, je me dis qu'il va falloir que je m'entraîne fort pour me dire que je peux rivaliser avec elle. Le truc, c'est que encore, ce serait une athlète qui courrait, qui reste dans le paquet et qui justement peut se faire avoir sur l'aspect stratégique. Pourquoi pas? Mais là, en fait, elle l'a montré tout l'hiver. Toutes ses courses, elle les a fait devant toute seule. Elle s'est pas posé de questions et ça a toujours marché. Et peu importe ce qu'elle fait, elle peut faire une 57 toute seule. Donc en fait, oui, je pense on se battait plus pour le bronze et l'argent. Mais on va s'entraîner pour se battre pour l'or. Ouais, oui, non, et puis elle peut avoir un jour sans, et puis elle peut après. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais je pense que avec de l'entraînement, peut-être dans une course bah là, elle dynamite la course en fait. Mm, Elle part, personne peut la suivre. Enfin, mm. et elle tient sur un rythme. Je pense que le moment où elle est très forte, c'est du 400 au 600. Là où on est toutes dans le troisième tour en salle, là on est toutes un peu en train de perdre de la vitesse. Elle arrive à maintenir son truc et là, elle dépose tout le monde. Est-ce que tu as toujours du mal à dormir en grand championnat? Ouais. Là, je crois qu'après les séries, il me semble, je me souviens même plus. Après les séries, j'ai quasiment pas dormi. Oh, t'es dans l'excitation de la course. En plus, toutes nos courses, bon après c'était une chance, hein, toutes nos courses c'était le soir. Mais après, pour redescendre du truc, souvent c'est difficile. Et du coup, ouais, après les séries, j'ai pas beaucoup dormi. Euh, mais après la demi, par contre, j'ai bien dormi. Donc bon, ça dépend des fois. Mais ouais, c'est difficile. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup. L'excitation du championnat, ouais, la tension que tu as après dans les jambes, ça te maintient un peu éveillé. Et tu le sens quand t'as pas. Genre en demi, tu as senti que t'avais pas dormi après la série? Tu le sens un peu, tu le sens, mais vu que c'est quand même sur une durée réduite le championnat, enfin, tu te focalises pas dessus quoi. Mm. Enfin, moi j'essayais de me dire dans tous les cas, là, justement vu que je prenais tour après tour, je me disais la série, ben, dans tous les cas là c'est la demi. Si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, ben j'aurais tout donné. Enfin, donc ouais, je calcule pas le truc. C'est toujours plus facile quand t'es reposé et que tu te sens vraiment bien. Mais il y a plein de fois où j'ai mal dormi et au final ça s'est très bien passé. Donc faut réussir à pas s'arrêter aux sensations que tu ressens à ce moment-là. Ok. Est-ce que cette médaille à Istanbul, elle te donne plus d'ambition pour la saison estivale? Ouais, forcément. Plus d'ambition. J'avais déjà des ambitions, même donne en tout cas de la motivation, de me dire que c'est possible et ouais que je suis à ma place au niveau européen en tout cas et que j'espère me créer ma place au niveau mondial. Tu vises les mondiaux de Budapest. Ouais. Tu as déjà des meetings prévus avant ça? J'ai des meetings prévus après je sais pas sur lesquels je vais réussir à rentrer. Hmm. Ouais. C'est toute la difficulté maintenant avec la mise en place du ranking. Forcément, on essaye de s'aligner sur les gros meetings pour faire plus de points. Parce que là, moi, pour le moment, je suis pas mal classée au ranking, mais par rapport à des filles qui ont réussi à rentrer dans les circuits l'année dernière sur les Diamond League ou les gros meetings, moi, j'étais encore un peu en dehors. Et je vois les filles qui sont devant moi, il y en a beaucoup, c'est des filles qui ont fait des meetings qui leur ont permis de faire des gros bonus. Hmm. Et pour l'instant, j'avais pas le niveau encore pour rentrer dedans, donc c'était normal. Là, j'espère avec ce que j'ai fait cet hiver pouvoir rentrer dans le maximum de Ouais. gros meetings. C'est ce qui va me faire aussi prendre de l'expérience sur des courses plus denses à ce niveau-là.
Il y a un bon niveau en France sur 800. Je sais pas, Noélie Yarigo, elle court pour le Bénin, donc Ouais. ça, entre guillemets, libère une place. Mais ouais, il y a une grosse densité. Bah, c'est ça qui est bien aussi, hein. Je pense que c'est ça qui nous tire toutes vers le haut. Bah, il y a Renel qui, pour l'instant, est un cran au-dessus et, bah, c'est un peu bah, l'objectif qu'on veut tous atteindre, quoi. Les perfs qu'a fait Renel, la régularité qu'elle a, la longévité qu'elle a aussi sur 800. Euh, Bah, c'est hyper inspirant. On Mm. se dit que bah, qu'on veut réussir à rivaliser avec elle bah, en tout bien tout honneur, hein, mais que voilà, la rivalité soit saine et que justement on continue à se tirer encore plus vers le haut. Parce qu'elle elle l'a dit plein de fois que des fois elle était toute seule et que justement c'était bien que qu'il y ait du monde et que ben que ça pousse tout le monde vers le haut quoi. Tu t'entraînes dans un Krebs, c'est ça? Oui, enfin je m'entraîne pas dans un crêpes, je m'entraîne sur Nantes, donc il y a un pôle. Pour l'instant, je crois que c'est que un pôle espoir. Enfin bref, c'est un centre. Enfin, c'est un centre. Et il y a un Krebs. Il y a un gros Krebs qui est ouvert depuis l'été dernier. Ok. Donc tout neuf, tout beau. On est très bien équipés. Mais ouais, c'est marrant parce que moi j'ai commencé, ça fait quasiment 15 ans maintenant. J'ai commencé, je faisais mes muscus dans une petite salle toute pourrie de mon petit club. Mais vraiment, on sortait les bancs de muscu dehors. Enfin, des fois, on faisait la muscu sous la pluie. Et là, maintenant, on se retrouve à Nantes avec un équipement vraiment top et hyper performant. Et du coup, c'est bien. Ça aussi, moi, j'ai progressé, mais tout a évolué, en fait. Tout a évolué en même temps. Je vais pas pouvoir en profiter encore très longtemps, même si j'espère continuer un moment. Et Mais ça a l'hiver? évolué. L'hiver, c'est aussi important d'avoir des infrastructures Ah ouais, pour. clairement, le stadium qu'on a depuis, je sais même plus quelle année, ça fait un moment maintenant, mais ouais, pareil. Avant ça, j'étais dehors. À l'époque, il neigeait même l'hiver à Nantes. Maintenant, plus trop. Mais ouais, le confort de la salle et pouvoir faire des vraies séances de qualité, enfin, de vitesse, c'est quand même plus confortable et moins dangereux. Ça limite les risques de blessures dans le froid, quoi. Oui, bah, justement, en parlant de blessures, tu as toujours tes problèmes au tendon ou ça va mieux? Là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai eu le problème l'été dernier, malheureusement, qui est tombé au pire des moments. C'était très, 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 très frustrant. Juste après, en fait, il y a eu les championnats de France. Les championnats de France élite, c'était début juillet, je sais même plus. Non, c'était fin juin l'année dernière. C'était fin juin les championnats de France élite, et du coup début juillet, j'ai fait 2 meetings, et après ça, j'ai coupé une semaine. Et quand j'ai repris, euh, j'ai, enfin, la coupure m'a fait du mal. D'accord. La coupure m'a fait du mal quand j'ai repris. J'ai eu une grosse contracture au mollet qui s'est transformée en grosse tendinite au tendon d'Achille. Et c'était quelque chose que j'avais déjà connu avant. Donc ça a été difficile à vivre. Et pour autant, bah, j'ai été sélectionnée pour la première fois en indiv sur un championnat international dehors. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ben, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça passe. Malheureusement, c'est pas passé. Euh, et je me suis dit peut-être qu'avec l'adrénaline du championnat, dans la course, je vais rien sentir. Mais malheureusement, c'était bien présent et ça m'a empêché de courir comme je voulais. Mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais ça aurait peut-être été mieux que tu cours pas. Mais en fait, je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir essayé. Mm. Donc, au moins, j'ai essayé, c'est pas passé. J'ai j'ai appris de cette blessure sur la gestion ben, de la blessure justement, de pas refaire les mêmes erreurs, de pas quand ton corps il crie un peu, tu faut stopper quoi. Ça sert à rien de pousser trop loin pour au final pour pas grand chose quoi. Il y a des fois tu te dis t'aurais peut-être mieux fait d'arrêter, couper 3 jours plutôt que d'être arrêté et, et de rater ton championnat. Un truc qui aurait pu durer 3 jours, tu l'as fait durer un mois. Quoi. Ouais. Mais c'est toujours le même côté? C'est les deux côtés? Non, j'avais une fissure 2019 après ma saison en salle. J'avais une fissure tendon d'Achille gauche et là l'année dernière c'était à droite. Donc, C'est parce que tu as compensé peut-être ou. non, je pense pas parce que l'année dernière vraiment toute ma saison tout allait bien. Hein. J'avais pas de
j'ai pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Il y a des petites tensions habituelles un peu partout dans le corps. Enfin, la fatigue de la saison, c'était logique, mais mes tendons d'Achille, j'ai pas du tout été embêtée. Et là, enfin si, un peu avant les championnats de France, ça commençait à tirer un peu, mais il y avait rien de d'alarmant. Et là, ouais. Mais c'est des problèmes que tu traînes depuis des années? Est-ce que tu as dû peut-être changer un peu ta façon de courir à certains moments pour gérer la douleur? Bah, après 2019, j'ai eu j'ai eu du mal à recourir et à retrouver ma foulée. Mon entraîneur me disait tout le temps que j'appuyais plus au sol comme avant parce que j'avais peur, j'avais l'appréhension de la douleur et de repartir là-dedans. Et du coup, ouais, ça a été dur. Ça a été dur. Et c'est aussi un des points qui a fait que ça a été dur sur 400 de retrouver mon niveau et que Ok. peut-être que ça m'a poussé aussi à changer. Mais bah, en fait, je suis très rarement blessée musculairement. J'ai eu deux déchirures, de petites déchirures qui sont passées assez vite aux ischios. Mais sinon, musculairement, j'ai vraiment pas grand-chose. Mais par contre, les tendons, je suis assez sensible. En général, quand j'ai des gènes qui traînent un peu, euh, en général, c'est les tendons. Pas forcément tendons d'Achille, mais un peu partout, quoi. Ok. Et ça joue dans ton choix, par exemple, de chaussures ou d'équipementier? Est-ce que tu te dis à certains moments, les chaussures de tel équipementier, elles sont trop ceci, pas assez cela, et ça va pas Ah faire? ouais, 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 ça clairement. Il y a des chaussures que je supportais pas. Enfin, mes tendons, là, avec mon équipementier actuel, On, tout va bien. Ça c'était un des points aussi pour mon choix l'année Mm. dernière quand ils m'ont proposé. Ben, j'avais déjà mal au tendon à ce moment-là. Et du coup, j'avais dit, ben, ouais, un des points principaux de choix que je fais d'équipementier, il faut que les chaussures elles me correspondent et qu'elles me fassent pas mal au tendon, parce qu'il y en a plein qui sont hyper rigides derrière et que je supporte pas. Dès que ça frotte un peu, tout de suite ça réveille les tendinites. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi les marques de chaussures font des chaussures qui sont rigides comme ça derrière, mais bon. Avec On, tout va bien. Mais il y a beaucoup de paires de chaussures que j'ai dû découper derrière. J'ai découpé tout l'arrière pour qu'il n'y ait plus l'arête qui fait mal derrière le tendon. Oui, parce que si tu as un contrat avec un équipementier, c'est difficile de dire je vais aller mettre les chaussures d'un Bah autre oui, parce que les vôtres me oui, font oui. mal. Ouais, non, là c'est clair, non, c'est pas possible. Là, avec On, je pourrais pas me permettre de faire le truc, surtout que les chaussures, c'est ce que tu vois en compétition Ouais, internationale, c'est le seul truc que tu vois puisque t'as ta tenue équipe de France. ouais. Mais là, non, là, les pointes, tout va bien, j'ai pas de problème. Mais je pense que oui, avec certains équipementiers, ça pourrait ne pas passer. Tu dirais que c'est quoi ton moteur dans l'athlé? Qu'est-ce qui te fait continuer? Est-ce que tu es ambitieuse? Est-ce que tu as juste envie de te prouver des choses à toi-même? Est-ce que juste t'aimes courir? C'est quoi ton moteur? Mmh, mon c'est un peu un mix de plein de choses, mais c'est surtout que, bah, je me sens à ma place, dans ce que je fais, mais parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime aussi un des trucs que j'aime vraiment, c'est de pouvoir partager, de pouvoir faire vivre des choses aux gens. Des fois, je l'ai dit plein de fois, il y a des fois, je me dis, mais en soi, le sport, ça n'a pas vraiment de sens. C'est assez bizarre, mais des fois, on se dit, mais on court, on s'entraîne, on se fait souffrir à l'entraînement, on s'entraîne comme des malades pour, euh, pour montrer qui est le plus fort. Enfin, c'est un peu bizarre, pour montrer qui est le plus rapide sur 800 mètres. Enfin, et pour autant, je me suis déjà dit ça, ouais, plusieurs fois, en me disant, mais ouais, ça n'a pas de sens. Et en fait, ce qui donne du sens, c'est les retours de tout le monde autour de soi. Euh, Là, après Istanbul, il y en a plein qui m'ont dit ah, j'ai pleuré devant ma télé, merci, c'était trop bien. Enfin, il y a plein de gens à qui on fait vivre des choses fortes, des émotions fortes. Et c'est ça qui me motive, c'est ça mon moteur, c'est bah, de rendre fier les gens autour de moi, de me rendre fier moi aussi, forcément. euh, et de faire vivre des émotions à plein de gens, en fait. C'est ça le truc. Et toi, il y a des gens qui t'ont fait... T'as aussi pleuré en voyant certains à la télé? Ouais, franchement, en fait, c'est vrai que des fois je me dis ça a pas de sens.
Et pour autant, moi, quand je regarde du sport à la télé, j'adore. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je peux pleurer alors que tu dis, mais ouais, c'est bizarre, mais il y a que j'ai l'impression qu'il y a que le sport qui fait Mm. vivre des émotions aussi fortes que ça. Je me souviens pas de qui m'a fait pleurer. Bon, après, je pleure assez souvent devant tout et n'importe quoi, mais souvent, il y a plein de docus sur les sportifs, sur le sport ou sur le dépassement de soi. Pas forcément des sportifs de haut niveau, mais des sportifs de tous les jours qui vivent des choses. Et enfin, il y a plein de fois où ouais, je verse ma petite larme. Mais comme ça, je pourrais pas dire dernièrement qui m'a fait pleurer. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre, si t'en as? J'ai du temps libre, bah, je me repose. J'essaye justement d'être le plus reposé possible pour être performante à l'entraînement. Euh, Après, dans mon temps libre, j'aime bien manger aussi. J'avoue, j'aime beaucoup la nourriture, donc j'aime bien profiter des petits restos nantais, me faire plaisir sur la bouffe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient. J'aime bien cuisiner aussi. J'aime Mhm. bien faire mon pain, voilà. Mais ouais, en général, quand même des choses qui ne fatiguent pas trop. Ça, c'est le truc des athlètes. Quand même se préserver au maximum pour être performant à l'entraînement. C'est une des contraintes, mais en même temps, on le fait. Des fois, c'est vrai que c'est un peu. C'est une vraie contrainte. Parce que on te propose des trucs, tu te dis, ouais, non, franchement, là, c'est pas une bonne idée. Demain, j'ai une grosse séance. Voilà. Mais d'un côté, on sait pourquoi on le fait. Donc, et puis, Bon, ça durera pas toute notre vie. C'est ça ouais, que je me dis. Moi, ouais. je me dis que là, je profite à fond parce que j'ai 30 ans et que ben, potentiellement, j'approche petit à petit, j'approche vraiment de la fin de ma carrière et du coup, j'ai envie de profiter à fond et je regrette pas du tout tous les choix que je fais. Ton entourage le comprend aussi? Si, je sais pas, tu peux pas assister à certains événements familiaux, ou je sais pas. Ouais, franchement, ouais, j'ai de la chance. Personne m'a jamais fait de reproches comme quoi je peux pas être là sur certains trucs ou ils sont hyper compréhensifs là-dessus et je pense en fait, ils savent parce que tout le monde aimerait vivre ce que je vis et avoir le rythme de vie que j'ai, qui est très particulier, Mm. mais qui, qui, qui est un rythme de vie ben, exceptionnel, quoi. T'as déjà pensé à l'après-carrière, ce que tu veux faire après? J'y ai pensé, mais c'est très flou. Ok. Non, j'ai pas vraiment de plan, mais il faut que je m'y penche sérieusement parce que ouais, ça vient. Euh, mais ouais, en fait, c'est dur de se projeter quand on est encore à fond dans le truc et que ça se passe bien. Là, Ouais. moi, ça se passe très bien, donc j'ai du mal à me projeter sur l'après. Et c'est pareil, mais pour des trucs même tout bêtes, hein, là, pour me projeter sur mes vacances de cet hiver, enfin mes vacances, ma coupure de cet hiver, j'arrivais pas à le faire. Je pouvais pas prendre enfin, j'arrivais pas à me prendre des billets d'avion pour partir quelque part tant que ma saison était pas finie parce que sinon ça me sort du truc et voilà. Donc c'est pareil pour mon après. C'est difficile de se projeter. La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime dans l'athlète, c'est le côté universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes dans l'athlète? Mmh, ben, ça va bien avec Athlètes mondiaux, mais c'est un peu ce que j'ai dit avant. C'est le partage. Vraiment partager avec tout le monde. Faire des rencontres. Se créer des liens avec des personnes que, avec qui tu n'aurais pas forcément été en contact si tu Mm. n'avais pas fait d'athlète. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de personnes dans mon groupe d'entraînement, dans mes groupes d'entraînement par lesquels je suis passée, ou même dans les sélections et tout, avec qui j'aurais potentiellement jamais été amie si on n'avait pas fait de sport ensemble. Et au final, ça crée des liens vraiment forts. Et ça, ouais, ça rassemble, ça rassemble. Est-ce que Voilà. tu veux ajouter quelque chose? Non. Non, ça te va? Écoute, Ouais. on te suivra sur la saison estivale. On te souhaite au moins aussi bien que ce que tu as vécu indoor. En tout cas, du plaisir, de la satisfaction. Et puis, parce que bon, j'imagine que l'entraînement est pas facile tous les jours. Donc, Non, mais c'est ça qu'on aime. Si j'ai fait du 400, j'ai fait du 800, je pense que c'est pas les disciplines les plus faciles en termes de souffrance, mais c'est ce que j'aime aussi dans l'entraînement, donc tu penses que, voilà. finalement, c'était pas la dernière question, mais tu penses que ça dit quelque chose de ta personnalité, le fait d'aimer souffrir comme ça?
Heu, j'espère que ça dit pas que enfin non, je sais pas, ça ça dit que ouais, j'ai le ouais, je sais pas, Parce qu'il y en ouais, a qui ça fait peur de faire du 4 ou du 8, ils disent: «Oh oui, non, c'est sûr. jamais je ferai ça à Ouais, ouais, l'entraînement». ouais. Non, 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 ça dit oui, oui, ça dit je pense que sur la personnalité, ça dit des choses, mais ça dépend aussi de tout le monde. Ça dépend des personnes. Moi, je sais que ouais, j'aime bien me peut-être ouais, que j'aime bien me prouver des choses, j'aime bien aller au bout de moi-même, j'aime bien voir jusqu'où je peux aller et je pense que sur le 4 et sur le 8, tu vas vraiment au bout du truc, quoi. Tu vas vraiment au bout de toi, contrairement enfin, ouais, c'est différent. Le sprint, c'est différent. Après, par exemple, un décathlon, c'est un peu la même chose, quoi. Moi, je pense que je pourrais pas me confronter à un décathlon, je pourrais pas me confronter à un marathon, je serais pas prête à souffrir sur aussi long. Des fois là, à l'entraînement, j'ai 10 minutes à faire sur un rythme un peu plus soutenu, mais je me dis, je suis à une allure, je suis même pas à l'allure des meilleures françaises sur un marathon. Je me dis, mais comment elles font? C'est horrible, c'est super dur. Je préfère largement la souffrance d'un 800 ou d'un 400 que de souffrir sur à long terme enfin là, pareil, respect incroyable pour les gens qui font ça. Tu changeras peut-être d'avis. Tu es déjà Peut-être que, montée, tu peux monter jusqu'au marathon, qui sait? peut-être, mais ouais, je sais pas. Merci pour ton temps en tout cas. Avec plaisir. Encore un grand merci à Agnès d'avoir accepté mon invitation. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains et parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine.